À l'intérieur du système scolaire, il y a des profs et des écoles qui utilisent leur marge de liberté pédagogique pour innover. Et ceux qui ne gâtent rien, ils préparent les élèves à être des citoyens solidaires. Et ça, évidemment, l'enquête PISA n'en parle pas. Certaines réformes du système scolaire luttent aussi contre l'échec et le redoublement. Et pour cela, ils misent sur les acquis réussis par les élèves. Les logiques de relégation du système sont puissantes et donc on se rend bien compte, en tout cas ça je serais plus dans des éléments théoriques, mais que le redoublement sert à peu de choses. Et donc la question qu'est-ce qu'on peut faire, comment construire, comment faire des parcours qui soient des parcours où on peut entre guillemets souligner le positif, mais le positif dans l'exigence aussi, donc c'est pas du positif facile. On a des structures avec horaires d'année en année, etc. Et il faudrait pouvoir un peu bouleverser tout ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie donnée aux élèves. Donc il faudrait que les élèves gèrent beaucoup plus leur temps et gèrent leur apprentissage, qu'il y ait des ressources possibles. Et pour ça, il faut des profs disponibles, il faut des cadres qui sont cassés. Nous sommes certainement très nombreux dans les écoles à essayer de mettre des choses en place pour éviter le redoublement, donc pour éviter l'échec scolaire. Et souvent, on est seul dans nos écoles, seul ou à deux, et donc perdu. Partout, il y a des gens qui se retroussent les manches, partout. Il y a des gens qui réfléchissent et qui trouvent des idées qui font avancer. Parfois, je suis même en admiration par rapport aux enseignants. Je me dis, voilà, ce sont des enseignants qui ont envie d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas un enfant qui une seconde se pose une question sans qu'il puisse demander à un copain qui a peut-être un peu mieux compris « Dis-moi un peu ce que je n'ai pas compris, explique-moi ». Ici, ce sont des équipes de 4 ou de 5 élèves, ce sont des équipes hétérogènes, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les enfants qui ont des facilités ensemble et tous les enfants qui ont des difficultés ensemble. Au contraire, on ne passe à l'apprentissage suivant que quand on est sûr que tout le monde l'a acquis, donc il y a une évaluation formative qui certifie que tout le monde a compris, chacun a acquis l'apprentissage. On peut enfin passer à l'apprentissage suivant. Et donc dans chaque équipe, chacun est responsable de ses propres apprentissages, mais aussi des apprentissages des autres. Le fait que le tutorat existe en classe, moi je suis déchargé de beaucoup de choses. Et donc je suis beaucoup plus disponible pour les enfants qui ont de très grosses difficultés, que j'accompagne de manière beaucoup plus proche que je ne faisais avant. Les parents, quand les enfants arrivent dans ma classe, sont toujours très dubitatifs. Convaincre les parents qu'ils vont avoir pendant 2 années une classe qui vit autrement, que leur enfant va vivre des choses qu'eux n'ont jamais connues et qu'ils connaîtront peut-être plus après, c'est très interpellant. C'est très rassurant, le frontal, ils ont connu à l'école, donc leurs enfants ont la même chose, c'est très rassurant. Ça produit un maximum d'échecs, mais c'est quand même très rassurant. Depuis quelques années, on a des décrets qui imposent la réussite à l'école. L'échec scolaire est illégal, c'est interdit par les décrets. C'est pas écrit comme ça, il est simplement écrit « Toutes les écoles doivent permettre aux enfants l'accès à tous les savoirs. Toutes les écoles doivent former les enfants à la citoyenneté. » C'est dans le décret mission, c'est l'article 6, c'est un petit bijou de poésie cet article 6. Alors quand il y a quelques rebelles dans une école qui mettent en place des pratiques pédagogiques pour arriver à ça, il faut non seulement les soutenir, il faut surtout ne pas aller à l'encontre de ce qu'ils font. Et justement, les décrets sont là pour nous protéger, pour nous permettre de faire simplement notre métier. Il y a forcément des lacunes pour un système classique. C'est clair que les enfants qui pendant 2 ans sont habitués à tout le temps travailler ensemble, à tout le temps apprendre ensemble. Retourner à ce système classique, c'est retrouver des repères qui sont tout à fait différents. Heureusement, l'être humain s'adapte à tout. Et donc, il leur faut un temps, au départ, ils sont peut-être un petit peu rappelés à l'ordre parce qu'ils sont en train de se promener, alors que finalement, la classe n'est pas faite pour ça. On n'est pas obligé de rester à un banc. Quel intérêt? Si on a envie de bouger, on bouge. L'important, c'est qu'on soit heureux d'être ensemble et d'apprendre ensemble. Et ça, rien que ce fait d'être heureux d'apprendre, eh bien, ça favorise les apprentissages.
5-6 cette année, comme nous travaillons en co-titulariat, nous avons mis en place tous les vendredis après-midi un système de tutorat entre 5e et 6e, où là l'enfant, suivant son évaluation, remplit une fiche et dit bah, « tiens, moi j'ai une difficulté en calcul écrit, la division écrite, j'arrive pas, je comprends pas ». Il va s'inscrire sur le tableau des demandes et quelqu'un qui sait très bien jongler avec la division écrite lui dit ah ben moi je peux t'aider, ça j'ai super bien réussi. On peut par exemple en tant qu'enseignant expliquer 10 fois la même chose et l'enfant il ne comprend toujours pas. Donc que ce soit un de ses pairs qui lui explique, il va mettre un autre langage, il va mettre d'autres mots et il va permettre à l'enfant de pouvoir comprendre. Et on vérifie si la reformulation entre les deux copains a été correcte. Mais là on est vraiment des guides, des accompagnants, on n'est pas le maître magistral. Ça leur permet de mettre en place leurs idées, donc de se dire bah, ça, je sais comment je dois faire, mais l'exprimer oralement, c'est pas encore le même. Ça crée aussi une unité au sein de la classe, le fait de s'entraider comme ça permet de dire bah, on est tous dans le même bateau, on n'en laisse pas couler un. On leur donne tous les lundis un contrat de devoir et ils doivent le rendre la semaine d'après, le lundi suivant. Après, ils s'organisent comme ils veulent. S'ils veulent faire tout le lundi, ben, ils font tout le lundi en rentrant. S'ils veulent les séparer sur la semaine, ils séparent. Donc ils n'ont aucune excuse en disant « Oui, mais madame, hier j'avais foot » ou « Madame, hier je devais aller chez mes grands-parents, donc j'ai pas su faire mes devoirs ». Non, il n'y a pas d'excuse. La certification par unité, c'est un processus qui vise à certifier les compétences par unité d'acquis d'apprentissage cohérent. Voilà. Dans la pratique, qu'est-ce que ça représente? Pour un métier donné, je prends comme exemple la coiffure, plutôt que d'étaler sur 1 ou 2 années scolaires l'ensemble des apprentissages d'une manière linéaire, en fait, on va les inclure dans des modules d'apprentissage. Dans le CPU, on ne redouble pas. Le système prévoit des épreuves, ce qu'on appelle les épreuves blanches, où l'élève s'essaye à l'épreuve certificative. S'il réussit cette épreuve blanche, elle est capitalisée. S'il n'a pas réussi l'épreuve blanche, il aura une deuxième chance qui est l'épreuve certificative, et entre les deux, il a une période de remédiation. On nous évalue sur nos compétences en communication, en dessin, en sciences appliquées et bien évidemment en pratique coiffure. Ici on stresse un peu parce que c'est les épreuves et que c'est tout nouveau, donc je pense que l'année prochaine on sera beaucoup moins stressé et ça sera plus facile et le fait qu'il n'y ait pas de redoublement sera plus facile à accepter que cette année. Au point de vue des modules, c'est extraordinaire. Ils voient directement leurs lacunes, ils savent dire « c'est vrai, j'ai mal fait ça ». Donc c'est plus du tout l'image de l'enseignant qu'il y avait avant. C'est une remise en question, c'est travailler en groupe. On a des réunions toutes les semaines pour parler le même langage, pour que l'élève puisse avoir la même information, que ce soit par l'un ou par l'autre. Et la grande question, c'était que devient la formation humaniste? Elle est toujours là, la formation humaniste. Il faut bien savoir que dans l'enseignement ordinaire, on délivre 2 choses. On délivre un certificat de qualification et à côté de ça, d'aider l'élève à devenir un adulte, évidemment, qui sait porter des jugements, qui sait exercer sa fonction de citoyen. Moi, je pense que le système motive les élèves. Ils voient très vite si là où ils vont, ça leur convient ou ça ne leur convient pas. Donc effectivement, les élèves qui décrochent, il y en a toujours, ils décrochent peut-être plus rapidement parce qu'ils comprennent tout de suite. Pour les autres, je trouve que ça a tendance à renforcer l'accrochage scolaire. Ce qui est bien, c'est qu'on est drillé tout le temps, on nous apprend plus de techniques, on approfondit bien la matière. Par contre, le problème, c'est que voilà, maintenant, on a fait de la coupe d'âme début d'année, on n'en aura plus pratiqué pendant 1 an et on risque de perdre la masse si on n'a pas l'occasion de travailler dans un salon de coiffure en tant qu'étudiant. Entre le passage de la 5e et la 6e année, même si le passage normalement devient un peu automatique, il n'y a pas de redoublement. Comme on était dans l'expérience, on avait quand même encore la possibilité de faire redoubler. Et bien curieusement, on a eu beaucoup plus de réussite entre la 5e et la 6e année. Et de ce que j'entends dire quand même, les pronostics quant au nombre de réussites en 6e année sont intéressants. Si on ne peut pas se tromper à l'école, où peut-on alors se tromper? L'erreur fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent qu'on apprend à partir de ses erreurs. Mais l'échec, c'est autre chose. C'est une sanction, c'est un jugement qui est porté à un moment donné par une autorité pédagogique, avec parfois des conséquences sociales parfois très lourdes.
C'est la raison pour laquelle on distingue l'évaluation formative, qui renvoie l'élève à lui-même, des autres types d'évaluation. La semaine prochaine, nous irons dans l'enseignement secondaire et en particulier au premier degré pour rencontrer des enseignants qui misent sur la réussite de leurs élèves et les soutiennent. Je dirais que ce qui caractérise l'équipe de mes profs et éducateurs, c'est vraiment la volonté de faire le meilleur travail possible avec n'importe qui, n'importe quel adolescent, en tenant compte du fait qu'il est adolescent, qu'il est élève et qu'on doit l'amener vers un mieux. Moi, je pense que la plupart des élèves sont capables de réussir en premier degré. Maintenant, il faut y mettre le prix. Plus rien ne sert à rien quand on écoute les enfants. L'école ne sert à rien aujourd'hui pour eux. Pour eux, leur vie commence après l'école souvent, malheureusement. Donc il faut essayer de faire venir le monde dans l'école. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'il faut le faire tous ensemble. Il faut que l'école s'ouvre davantage au monde.